Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Le concept ici, si vous ne le savez pas encore, est de présenter des œuvres en les synthétisant, tout en conservant le plus possible la patte de l'auteur. La vidéo que vous allez entendre traite du chapitre 10 sur l'histoire de France de Jacques Bainville. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin sur YouTube, sachez que mon contenu est aussi disponible sur Odyssée et Crowdbunker, et bientôt sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mon contenu vous donnera de la connaissance et surtout une furieuse envie de lire. Bonne écoute. Chapitre 10e. Henri IV, le calviniste. Déjà 10 chapitres. Et nous pouvons constater quelque chose de bien réel pour la France. C'est que le sang qui coule dans ses veines n'a rien de froid. Et en cela, la mort d'Henri III n'arrange rien. Dans ce chapitre, l'auteur nous indique que nous sommes au crépuscule d'une guerre civile longue de loin d'un demi-siècle et que le peuple aspire à en sortir. Son successeur, c'est-à-dire Henri IV, eut une vision plus proche de celle de François Ier, nous dit Bainville, celle de l'union de la France. Et il eut une phrase concernant ces guerres civiles. Pitié, confusion, misère partout. Nous étions alors toujours entre ligueurs et protestants, où la Ligue, dans un esprit républicain au sens de la chose publique, voulut à tout prix conserver ce qu'elle a depuis bien longtemps dans son ADN. Et là, j'accentue volontairement sur chose publique, car aujourd'hui, nous n'en sommes que dans un apparat. Je remarque d'ailleurs que bien souvent, salir ce qui est beau est une marque de malveillance, peut-être l'émanation de celui qui nous est depuis sa chute. Le gouvernement légitime n'est plus qu'un parti royaliste. Un retour à d'anciennes féodalités émerge, et seul le Sénat de la République de Venise reconnut Henri IV. Peut-être le roi qu'il espérait être, c'est-à-dire un roi catholique. Il avait comme vision du monde de celle d'attendre l'heureux événement. Mais les dits événements, présents comme l'exaltation du régicide par la Ligue, n'étaient pas encore arrivés. Un peu de monde, encore moins des royalistes, ainsi que leurs armées calvinistes, protestantes, n'eurent la force de rester à ses côtés. On sait que sa seule force n'eût été que celle du principe d'hérédité. Et c'est là que le bas blesse pour notre belle France, en proie à ces dissensions internes. Enfin, on peut se demander si les germes du protestantisme ne sont là que la somme d'un hasard de notre histoire commune, ou si elle est une coïncidence d'événements. Alors qu'il s'enfuit dans l'ouest poursuivi par les ligueurs, aidé par la reine d'Angleterre, tandis que ces mêmes ligueurs l'étaient par le roi d'Espagne, les deux nations cherchent à s'insinuer au cœur de la France, l'Espagne et l'Angleterre. Malgré cela, nous dit l'auteur, Henri IV eut plus de courage que bien d'autres, en refusant lui-même de céder à nouveau Calais, et il remporta la bataille du Panache Blanc à Ivry-la-Bataille. En rentrant de celle-ci, il tenta de nouveau Paris, mais en vain, et il trouvait humiliant de se convertir au catholicisme pour être accepté. La résistance de Paris fut forte de passion et de famine. La faction des XVI et le duc de Mayenne. Alors que Henri IV tente de poursuivre son chemin, toujours observé comme une chose calviniste, tentant la force face aux catholiques, il eut du mal à se faire reconnaître comme prétendant au trône. De cela, les deux nations, menant bataille autant sur le terrain que dans les esprits, prirent la perche en vol. Le roi d'Espagne, le duc de Savoie ou encore le duc de Lorraine, mais aussi celui de Mayenne, tentèrent le coup, et pendant ce temps-là à Paris, les maîtres des lieux, c'est-à-dire le comité de salut catholique, aussi nommé les 16, appliquaient une certaine terreur. Celle-ci était traduite non pas par un traducteur, mais par une série de meurtres, de saisie des biens, de proscription ou encore d'épuration des fonctionnaires. Et peut-être qu'une fraction de tout le folklore sur eux peut provenir de là. La goutte d'eau de trop fut le moment où des traîtres furent pendus. Le duc de Mayenne en était grandement inquiet, et c'est lui qui, encouragé par des leaders politiques, brisa la faction des 16. Les non-morts durent s'enfuir pour l'éviter.
Alors que la Ligue est frappée d'un grand coup de l'intérieur, le duc de Mayenne rend, sans réellement le savoir, un service à Henri IV, qui lui, de l'autre côté, tenta une réconciliation avec Rouen, mais en vain. L'objectif de Henri IV était de préserver son accession au trône de toute manipulation externe, de tout mouvement de force de compression envers lui. Des états généraux furent posés. Le but était de faire reconnaître que la Sainte Union, c'est-à-dire les ligueurs, n'était pas capable d'organiser un réel gouvernement régulier. Le duc de Mayenne demande aux royalistes de participer aux États. Sans le savoir encore, il aida une fois de plus Henri IV qui, prenant la balle au bond, évidemment l'a saisi en déclarant qu'il souhaitait se convertir au catholicisme, et c'est un mouvement purement opportuniste, mais qui dans l'histoire préserva l'unité nationale et donna surtout un immense crédit aux catholiques. Alors que l'ingérence étrangère était de mise, l'exaltation que cela produit dans le royaume renforça le peuple face à cette dernière, et surtout ne souhaitant nullement voir disparaître la loi salique face à l'infante imposée par Philippe II. La conversion de Henri IV au catholicisme. Mais alors que Mayenne s'oppose à l'imposition de la fille de Philippe II en arrière-fond, il souleva de nombreuses objections. Le Parlement de l'époque était dit l'auteur très conservateur, notamment des lois fondamentales du pays. Ils portèrent à la connaissance du duc de Mayenne un arrêt déclarant que la France ne pouvait être occupée par des étrangers. L'intrigue espagnole fut alors stoppée. Pas mal de conspirations s'étendaient autour d'Henri IV. De complots, les plus fervents militaires de la Ligue perdaient du terrain, car le roi Henri IV avait joué un gros coup avec son annonce qui lui profite alors en donnant un sens au droit royal. Et c'est là peut-être tout l'enjeu sociologiquement. Il faut garder de la mesure et savoir faire part des enjeux en cours. Alors que des négociations durent depuis un certain temps entre ligueurs et catholiques royalistes, la solution était encore incertaine, mais leur rapprochement était bienvenu. La promesse de conversion de Henri IV était pensée comme suffisante. Il était loin du compte, à tel point que cela donna du crédit aux catholiques dans leur effort constant. Et je me rends compte d'ailleurs que ligueurs et catholiques présentent une certaine dissension interne, comme quoi il n'y a jamais, au grand jamais, de bloc unifié. Mais pour entraîner le mouvement de fond, celui déjà automoteur, il fallait lui donner le coup de pouce final. Alors le 25 juillet 1593 à Saint-Denis, il abjura en son église, et les ligueurs, encore insatisfaits, parurent tenir 8 mois dans leur obstination. Et j'aimerais d'ailleurs faire un pont entre cet événement à Saint-Denis et ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Denis. Beaucoup d'événements liés au roi de France se sont présentés à Saint-Denis. Et je commence peut-être plus ou moins à comprendre, ou du moins à avoir un faisceau d'indices sur le pourquoi de sa transformation. Bref, la plus grande victoire des ligueurs était peut-être l'arrachage du protestantisme à l'État. Cette cause calviniste, déjà chancelante, alors à peine naissante. Ce n'est donc pas une vraie conversion, mais plutôt un opportunisme à double tranchant. Un opportunisme de plaisance, qui satisfera grandement les ligueurs, aussi les catholiques, mais bien moins les calvinistes. Il fut sacré à Chartres, et non à Reims, qui était aux mains des Guises. Le pape leva son excommunication, et ses forces grandirent chaque jour, ce qui lui donna la force de menacer les derniers rebelles, mais avec une voie de secours. La libération de Paris fut faite en 1594, le 22 mars plus précisément, où on amnistia les plus compromis, comme dans une grande réconciliation entre frères et sœurs. Puis le duc de Mayenne, avec ses garnisons espagnoles, quitta Paris. Et l'Espagne voulut enterrer la France. Pour voir l'état de Paris, mais aussi d'autres régions, en fait, l'état de la France après une guerre de religion, le presque demi-siècle de guerre civile que cela a engendré reforma des féodalités. Dans le fond, c'était cela. Les féodalités étaient présentes, mais l'idée de revenir à une féodalité de grands feudataires, non. C'est le roi qui avait réussi, non sans grand mal, non sans grand désordre, à motiver la réconciliation. Déjà entre ligueurs, royalistes catholiques ainsi que les protestants. Mais c'est Richelieu qui finira d'abattre cette féodalité réincarnée.
Il était difficile de maintenir tout de même la vieille rancœur entre ligueurs et protestants, car ces derniers souhaitaient, comme à l'image des Templiers, un État dans l'État, similaire à la franc-maçonnerie. Le roi passa encore 4 ans à négocier, à traquer, à pardonner des ligueurs qui parfois vendaient très cher leur aliment, et Mayenne fut pardonné, car en aucun cas il n'avait cédé sur le démembrement de la France. La Ligue n'abdiqua qu'après avoir eu une rumeur que le pape donna l'absolution à Henri IV. Dans tout cela, souvenons-nous que le duc de Mayenne avait accepté une garnison espagnole et qu'elle avait probablement laissé une empreinte du même genre sur Paris. À cela, le roi Philippe II était toujours autant obstiné, lui qui ne se résignait pas un seul instant à l'occasion qui s'était présentée à lui, celle dont nous avons parlé plus haut. Henri IV, comme pour continuer à se faire bien voir, même si je pense qu'il aime la France, appela à s'affranchir de l'étranger. On dirait enfin un roi comme on devrait en avoir en France. Le revers que donna le change avec les Espagnols n'était pas un si mauvais calcul, mais malheureusement, la France dut faire séance tenante et un appel à l'Angleterre pour être sauvée. Se faisant beaucoup prier, elle nous aida peu sur terre, mais se languissait déjà à poursuivre sur mer les Espagnols, et l'Armada fut un échec retentissant pour eux. Et l'Espagne de Philippe II reconnut sa défaite, en perdant la France, mais aussi les Pays-Bas. Il dut signer une paix à Vervins, et presque en même temps, l'édit de Nantes, c'est-à-dire le 13 avril 1598, fut signé, qui accorda aux protestants des places de sûreté, le libre culte, etc. Ce traité, c'est-à-dire l'édit de Nantes, ne fut pas un acte gracieux, de la pleine volonté du roi, mais débattu de longs mois avec des personnes vues comme des belligérants. Les places de sûreté dont j'ai mentionné l'existence en faveur des protestants étaient au nombre de 4, La Rochelle, Montauban, Saumur et Montpellier. De plus, le trésor, c'est-à-dire l'impôt, devait les entretenir. Ainsi, même les ligueurs et les catholiques devaient mettre la main à la poche. Mais l'édit de Nantes, alors qu'on connaît plus sa révocation que sa ratification, fut accepté réellement dans la douleur. Où le roi devait négocier des retouches, sûrement avec le Parlement. Henri IV sévit alors sur le duc de Bouillon, un danger pour la stabilité du royaume que le roi consolidait, et par une brillante campagne reprit au duc de Savoie le Bresse, le Bugey et le Gex, tout en renonçant au marquisat des Salus, et donc aux conquêtes d'Italie. Je vous interromps un instant et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur cette chaîne qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Alors vraiment, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez les vidéos et partagez-les. Je vous remercie. Bonne écoute. Les 2 mamelles de la France et le crime de Ravaillac. Alors que Sully eut cette phrase concernant les 2 mamelles de la France, regardons vers le roi, qui pour encore améliorer sa position, épousa Marie de Médicis, qui était apparentée à la maison d'Autriche, et qui aura un rôle pour la suite, évidemment. Car oui, comme vous le savez, enfin, si vous avez suivi mes précédents chapitres, le Saint-Empire germanique fut sous le coup d'une forte révolte protestante, et Henri IV le Bourbon, en étant teint avant sa conversion, ne voulut plus de déstabilisation pour la France. La marche en avant de notre beau pays eût été aussi insufflée par le dénommé Sully avec sa fameuse phrase « Labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France ». En partant de la juste idée que l'agriculture est une source de richesse pour nous autres Français. L'idée était de reconstruire la France avec des principes paysans et bourgeois, et quelque part cela me fait penser à Égalité et Réconciliation de Soral. Et la France refit de la richesse grâce à ses terres fertiles et riches. D'ailleurs, Sully était un homme d'affaires protestant, et comme le dit l'auteur, et peut-être que l'industrialisation du pays n'est pas sans rapport avec les courants idéologiques religieux dont parle souvent Youssef Indy à l'époque protestante. C'est aussi à ce moment-là que les Diepois commencèrent nos colonies, notamment pour le Canada. Mais alors que l'Europe se reforme, enfin la France, des dissensions, ou plutôt des préventions pour les éviter, sont préconisées par Henri IV, alors avec la Dame d'Autriche,
était en train de motiver les princes protestants à la résistance contre Philippe III d'Espagne, le catholique. Il était, je le pense, resté au fond de lui-même bien protestant, mais ayant pris des engagements envers l'unité nationale, il ne pouvait pas longtemps maintenir des positions polarisantes. C'est la succession de Juillet, dans un autre style, rapprochant alors avec similitude Henri IV de François Ier, que la maison d'Autriche cherchait à s'installer sur la rive gauche du Rhin, et en cela, pour notre roi, c'était inacceptable. C'est aussi ce qui précipita sa chute, car les rumeurs, comme les ligueurs, étaient encore tenaces et vivaces. Elles étaient déversées contre lui comme étant en faveur des protestants par l'ennemi. Sa fin, à Henri IV, adviendra le 14 mai 1610. C'est un homme du nom de Ravaillac qui le libérera, lui rendant alors quelque part la monnaie de sa pièce. Notre bon cher Henri IV retrouvera alors son Dieu pour l'éternité. Comme vous le savez, le blog est présent. Il est en ligne et il y a déjà quelques articles qui commencent à fleurir à gauche à droite. Notamment le dernier article de Vérité à venir sur George Soros que j'espère vous serez nombreux à aller lire. Dans les prochains jours, je vais m'atteler à la tâche pour vous fournir des résumés synthèses en lien avec la chaîne YouTube Mes Lectures et vous proposer un début de fonctionnalité donnant un accès rapide au résumé synthèse que vous pourrez retrouver sur cette page, dans cette section ici. J'espère que vous serez nombreux à vous servir du blog lorsque vous chercherez une information. Et en soi, je vous dis à très bientôt sur les articles de mes lectures en espérant vous voir nombreux dans les commentaires. A bientôt sur mes lectures.